nos 14e midis circulaires. Donc, 2021 était une année riche pour les midis circulaires. Et la thématique qui nous semblait vraiment importante d'aborder, et un grand merci à Suzanne Déhoux et à Christophe Hirier, c'est la santé dans le réemploi. Donc, je vais laisser la parole à Suzanne. C'est Suzanne Déhoux qui va intervenir. Donc, Suzanne Déhoux, Médieco, bureau d'études, expert en qualité et de l'air et en santé. Suzanne, on ne vous présente plus, mais je vous présente quand même, comme vous le voyez très rapidement. Et puis Christophe Hirier, qui fait partie du FCBA et qui est responsable, je crois, du secteur qualité de l'air. Donc, merci, un grand merci à vous deux. Et Suzanne, écoutez, je vous laisse la parole pour nous parler de ce projet circulaire. Alors, Euh, voilà, là, je vous passe, écoutez. hein, cette diapo, je passe, hein. Allez-y, passez. D'accord. Alors, donc voilà le projet circulaire. Donc, c'est un des 29 lauréats de. Vous savez qu'il y a un nouvel appel à projet qui s'appelle Acacia. Alors, vous avez l'explication du mot Acacia, du sigle Acacia, amélioration de la qualité de l'air, comprendre, innover, agir. Donc, dans ce projet, nous avons, avec Christophe et puis surtout toute l'équipe que vous voyez là, coordonnée par Envirobat Occitanie, proposé à l'ADEME l'élaboration d'une méthodologie pour la prise en compte de la qualité de l'air intérieur avec les matériaux issus des réemplois. Donc, dans l'équipe, bon, c'est managé par Envirobat Occitanie, avec Christophe, dont on est les moteurs, le noyau central, mais nous avons besoin de beaucoup d'autres acteurs, entre autres des recycleurs, comme Recyclobat. Nous avons besoin, vous allez le voir, d'industriels qui conçoivent des moyens de mesure, des méthodes de mesure, comme ETERA, des architectes qui sont groupés dans le collectif Tournesol et qui font des diagnostics ressources. Et merci René, qui est une appellation assez intrigante parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est, quel est ce René. En fait, ça veut dire renaissance, et donc qui fait du upcycling, comme on dit bien, de mobilier. Voilà, donc comme ça, on a tous les volets qui sont nécessaires pour avoir une équipe bien construite sur cette thématique du réemploi. Alors, un premier constat, c'est ce qu'on a eu dans l'une de nos études. C'est un bâtiment de bureau très, très ambitieux, où vraiment, qui était démarche HQE et BRIM, et où il y a eu beaucoup d'intégration de matériaux de réemploi, notamment toute l'intégralité des planchers techniques que vous voyez là sur la photo. Vous voyez, regardez, il y a, nous, on a mesuré à R+1, R+4 et R+6, mais il y a donc 7 plateaux de bureau avec ces dalles. Donc, c'est énorme. Je crois que, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que ça fait 8000 mètres carrés ou plus de dalles de faux plancher. Vous voyez le restaurant, vous voyez la salle de fitness. Et cafétéria, c'est parce que ce sont les 4 locaux dans lesquels on a mesuré à réception. C'est-à-dire une fois que. Alors, c'est des travaux preneurs, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, les dalles de faux plancher n'étaient pas recouvertes par la moquette. Donc, c'est en direct. Hein. La moquette n'étant pas automatiquement un obstacle, ça, je laisserai commenter éventuellement s'il y a des questions après à Christophe. Alors, là-dedans, on a fait donc des mesures. Vous avez là le bureau, enfin, bureau c'est plateau, hein, vous avez vu, R+1, R+4, R+6, le restaurant, et bien noté là où il y a du plancher technique, des dalles de réemploi, donc les bureaux et le fitness. Par contre, le restaurant et la cafétéria n'en avaient pas, donc c'était intéressant pour pouvoir comparer. Les murs, c'était des montants de façade en poteau-bois lasuré. Donc, vous voyez les locaux, c'est surtout dans les plateaux de bureaux. Les murs panneaux acoustiques bois, c'est que dans la cafétéria. Les plafonds acoustiques bois, c'est dans le restaurant et la cafétéria. Donc, ça permettait de pouvoir faire un petit distinguo. Et au niveau des mesures, alors les mesures ont été faites selon ce qui est demandé par HQE, c'est-à-dire des prélèvements passifs pendant 5 jours,
et puis BRIM qui demande des prélèvements actifs pendant 30 minutes. Donc, ça permet de comparer les deux techniques. Et à notre grande surprise, on s'est trouvé avec des valeurs très élevées, enfin, quand même très fortes pour un bâtiment neuf, hein, dans les bureaux avec les dalles de réemploi et aussi la salle de fitness. Et, les deux techniques corroborent bien, même s'il y a des valeurs un peu différentes, entre le prélèvement passif et le prélèvement actif. Ensuite, en COV Toto, eh ben, ce n'est pas tellement les dalles qui ont augmenté, mais un petit peu les panneaux bois. Bon, voilà. Mais au niveau formaldéhyde, on n'a pas eu d'augmentation là où il y avait des panneaux acoustiques bois, par exemple. Voilà. Donc ça, quand on a eu ça nous a quand même fortement interrogé parce qu'on s'est dit quand même, on est sur un bâtiment neuf. Et on se retrouve avec quand même des teneurs en formaldéhyde qu'on évite d'avoir sur, en principe, des bâtiments neufs. Après, Christophe parlera aussi de la réglementation, on en reparlera. Bon, donc voilà, ça c'était un constat du vécu. Bien. Alors, bien sûr, on se dit, face à ça, la qualité sanitaire des matériaux issus du remploi, surtout leur impact sur la qualité de l'air, c'est pas du tout, c'est pas du tout abordé actuellement. Hier encore, je regardais des fiches faites de réemploi, c'est pas du tout évoqué. Hein. On parle aussi un petit peu de problématiques amiante et plomb, mais c'est tout. Donc, en plus, dans les recommandations, par exemple dans les labels, les certifications de bâtiments, que ce soit HQE, BRIM, il n'y a rien sur. Donc, ce bâtiment était donc un bâtiment certifié HQE et BRIM, mais il n'y avait aucune recommandation pour les produits utilisés, donc ces fameuses dalles de. Enfin, il y a même une FDES qui est faite sur les dalles de réemploi, et curieusement, à la différence de toutes les autres FDES concernant les autres matériaux, au chapitre mesures de qualité de l'air intérieur, il est dit on n'a pas fait les mesures parce que les produits ont émis déjà, donc c'est peut-être pas la peine de faire les mesures. C'est un peu rapide, et ça, je pense que Christophe sera plus à même que moi de dire comment se passe la cinétique du formaldéhyde dans les panneaux de bois. Voilà. Alors, les panneaux, les produits neufs sont réglementés, puisque maintenant, vous savez qu'on a un étiquetage obligatoire pour les gammes de produits qui sont en contact avec l'air intérieur, mais rien sur les produits liés au remploi. On a un contexte environnemental et sanitaire, ben on a l'annexe 17, alors là, c'est quand même très important, puisque dans l'annexe 17, la restriction du formaldéhyde, le formaldéhyde peut être soumis à une restriction dans le domaine riche, c'est en cours. Alors ensuite, dans les produits liés au bois, je n'ai pas encore parlé, mais il y a quand même l'interdiction du pentachlorophénol, qui est un fongicide depuis 1994, et le Lindan depuis 1998. Bon, il y a aussi la loi AGEC, et puis vous savez qu'au 1er janvier 2022, on va être obligé de faire ce fameux diagnostic PEMED. Donc, quand même, tout ça pose question et interroge. Alors, le contexte pour les panneaux à base de bois, la problématique de la présence du formaldéhyde, qui est quand même un CMR, même si c'est un cancérogène surtout pour ceux qui mettent en œuvre, mais c'est surtout pour un sensibilisant très fort. Il est émis pendant des dizaines d'années à des niveaux plus élevés que le niveau du contexte réglementaire actuel. Donc, ça pose quand même une interrogation. Pour les éléments en bois massif, par exemple, j'ai regardé hier la fiche sur la charpente, il n'est pas question de biocides. Or, les charpentes ont été traitées dans les années 60-80 avec des biocides qui sont actuellement interdits. Donc, il faudrait quand même peut-être savoir quid actuellement de ces produits dans ces panneaux. Voilà. Alors, donc, il faut quand même lever un véritable frein. Il faut installer une véritable stratégie de terrain pour intégrer la qualité de l'air dans les produits de réemploi, mettre en place une démarche collaborative intégrant tous les acteurs et orienter le projet vers la famille des produits bois parce que
Il nous semble que ce sont ceux-là qui vont être demandés fortement à cause du réemploi des matériaux biosourcés et que quand même, il faut répondre aux deux problématiques que nous avons évoquées. Voilà, ça a été donc l'objectif du projet circulaire, c'est de lever ces freins et d'arriver à avoir de l'information. Parce que vous savez toujours, il faut connaître, ensuite il faut évaluer, il faut mesurer, évaluer, connaître et apprendre et agir. Voilà. Alors, donc, l'équipe, comme je vous le disais en intro, eh ben, c'est bon, la santé, bon, je représente la santé dans ce projet. Le centre technique, la filière bois et ameublement, bien sûr, est majeur dans le projet parce qu'il va bien falloir mesurer et donner des informations fiables. Et puis après, tous les acteurs de la filière du réemploi, avec Envirobat, Recyclobat, merci René, et le collectif Tonso que je vous ai présenté rapidement. Et aussi un fabricant de mesures, de systèmes de mesure in situ, Etera, et dont on va évoquer. Alors, je ne me rappelle plus les diapos jusqu'à. C'est maintenant la 10. Ouais, c'est à toi maintenant. Hein. Je ne voyais pas mon numéro. C'est à toi. Okay, parce que pour la méthodologie, il faut le FCBA. Allez. Très bien. Bon, ben, moi, de mon côté, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail du projet, de vous expliquer un petit peu la démarche que l'on veut mettre en place, les différentes étapes. Et c'est vrai que ce qui a été vraiment la base de cette réflexion, c'est un besoin de méthodologie. On a, dans les connaissances que l'on avait, il n'y avait pas d'outils qui permettaient in situ de pouvoir aider au diagnostic ressources. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on pouvait se poser des questions ou confirmer certains comportements de produits, on n'avait peut-être pas les moyens de mesure in situ nécessaires. Faisant partie d'un laboratoire d'analyse, je sais la complexité de la mesure où il faut faire un prélèvement, l'envoyer à un laboratoire, attendre un certain temps avant d'avoir des résultats. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que dans la filière, on a peut-être aussi besoin de rapidité, de réactivité, et c'était peut-être un autre point qui manquait. Et puis, le troisième point, c'est que même si on avait ces outils au diagnostic et ces mesures in situ, il était important d'expérimenter par des études terrain pour vraiment vérifier que ce qui pouvait être proposé comme des solutions méthodologiques pour répondre à ces aspects diagnostiques liés à la qualité de l'air intérieur, on avait vraiment mis en place les moyens nécessaires pour aboutir à quelque chose de pratique, de rapide et d'efficace et de performant. Voilà. Si tu veux passer à la suivante. Regarde, tout de suite. Voilà. Alors, le projet, en réalité, donc, il a quatre parties qui sont bien sûr connectées les unes aux autres. La première, c'est vraiment de réaliser un état des lieux, d'abord sur la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans le réemploi des matériaux de construction et d'ameublement. Alors, je vous expliquerai pourquoi construction et ameublement après, mais on voulait viser les deux aspects. Et c'est à partir de ce premier point qui, pour nous, est essentiel pour la suite des trois autres parties, qui sont vraiment, comme je vous l'ai dit, l'élaboration de l'outil méthodologique, le développement des méthodes de mesure in situ et puis bien sûr l'expérimentation. Mais c'est vrai que ces quatre parties vont impliquer la totalité des partenaires par rapport à leurs compétences, leur expérience et qui vont nous permettre à la fin d'avoir vraiment un outil clé en main qui pourrait être testé et proposé par nous ou par l'ADEME pour pouvoir vraiment être intégré dans un certain nombre d'études diagnostiques qui pourraient être mises en place dans l'avenir. Au niveau donc de ce bilan des connaissances, l'objectif avant tout, c'est d'avoir une information de ce qui existe déjà. Alors, on voulait viser bien sûr la France, mais peut-être aussi au niveau européen, c'est de savoir un petit peu comment est organisé le réemploi des matériaux de construction et d'ameublement. En particulier, peut-être de voir comment les gisements sont qualifiés, comment on réalise le tri. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'on intègre des données sanitaires? Est-ce qu'on a déjà des cas pratiques, des valorisations pour pouvoir voir comment on peut lever les freins à ce réemploi? Donc, tout ça, c'était déjà une première étape pour avoir un peu… Non, voilà. Ah, je suis allée trop vite. Non, c'est bien, c'est très bien. Vas-y. Non, c'était très, très bien. Ah bon. Et le deuxième point qui me paraissait important,
et qu'on a intégré dans le projet, c'est quand même d'avoir un retour des acteurs de la filière. C'est bien beau de faire de la biblio, mais il faut aussi un petit peu poser des questions. Et donc, on envisageait de faire un sondage auprès des co-organismes, de centres de ressources, du bureau d'études, de maîtrise d'ouvrage et tous les prescripteurs et concepteurs de ce upcycling, donc de l'utilisation de nouveaux matériaux, pour voir un peu comment ils étaient sensibilisés, comment ils intégraient la partie qualité de l'air intérieur. Et c'est vrai qu'à partir de cette prise en compte de tous les critères sanitaires, on pouvait aussi connecter ça à tout ce qui était lié aux données réglementaires, aux labels, pour voir un petit peu, dans savoir cette démarche générale, ce qui était vraiment l'étape numéro 1, le point zéro de cette application de la qualité de l'air intérieur dans le réemploi des matériaux. Et c'est vrai que quand on aura fait ce point-là, ça va nous permettre bien sûr d'orienter et de préparer la suite du projet, et en particulier, et c'est donc on revient en arrière, s'il te plaît. Voilà, je te dirai quand tu passeras. Hein. Okay. C'est vraiment d'avoir dans ces premiers points confirmé la sélection de substances que nous on considère dangereuses, toxiques, par rapport un petit peu à toutes ces connaissances. On a parlé du formaldehyde et des biocides, mais c'est aussi pour nous une confirmation que ces deux familles de molécules sont vraiment d'intérêt. Et puis la deuxième, c'est de pouvoir choisir les produits de réemploi qui peuvent être retenus. Ça, c'est important. Donc, si tu veux revenir à la précédente, s'il te plaît. Excuse-moi. La première idée, c'était de se dire, dans la réflexion que l'on a, c'était de dire on va travailler sur des produits de construction type panne et chevron, donc les charpentes en bois massif qui pourraient être traitées par des biocides des années 60, 70 ou 80, dont on a parlé précédemment, des dalles de plancher en panneaux à base de bois, surtout quand ils sont utilisés de façon brute, où là, comme disait Suzanne, on peut avoir des phénomènes d'émission qui sont significatifs en sachant que, et ça c'est peut-être, on ne le sait pas totalement, les panneaux à base de bois à l'époque étaient collés avec des colles qu'on appelle des colles aminoplastes à base de formaldéhyde, et c'est vrai que ces colles à l'époque avaient des niveaux d'émission qui n'ont pas à voir grand-chose à ce qu'on va trouver actuellement d'un point de vue réglementaire, où on est maintenant sur des niveaux très très bas. Et c'est vrai que ces panneaux, même après 30 ou 40 ans, continueront à émettre. Et ça, c'est une certitude. On va aussi s'intéresser aux panneaux à base de bois issus d'emballage industriel, du fait qu'on utilise de plus en plus de palettes pour faire des meubles. Et donc, ça paraissait intéressant de voir sur ces produits un peu particuliers si vraiment on était dans les mêmes caractéristiques de panneaux que ce qu'on pouvait avoir, donc sur la famille des panneaux à base de bois qui pouvaient être utilisés soit en dalle de plancher, soit sur une autre config qui nous paraissait importante, c'était tous les panneaux à base de bois. Et là, on est plutôt sur du revêtu qui était issu de meubles, et pour de l'upcycling, de la transformation, de savoir si ces panneaux aussi, en termes d'émissions, pouvaient être problématiques. Donc, on est vraiment sur ces familles-là, c'est ce qu'on a retenu, et c'est vrai que cette première partie doit nous permettre de valider les 4 familles de produits que l'on avait, dans un premier temps, retenus pour cette étude. Donc, voilà. Donc, quand on a retenu tout ça, si tu veux passer à la suivante, s'il te plaît, la première étape, c'est vraiment de réfléchir à l'élaboration de ce que nous, on appelle l'outil méthodologique d'aide au réemploi, qu'on avait appelé QAI réemploi, et qui va vraiment être en 3 étapes. La première partie, c'est de rédiger ce qu'on appelle, nous, une fiche substance toxique, c'est-à-dire d'avoir pour les molécules que l'on a retenues précédemment une sorte de carte d'identité qui permettrait de reprendre son identification, l'historique de son usage, la réglementation, qu'elle soit française ou européenne, peut-être les caractéristiques physico-chimiques, des valeurs limites réglementaires, si elles sont intégrées dans les labels. Vous voyez, d'avoir tout un panel, toute une image un peu générale pour pouvoir vraiment avoir toutes les références qui nous permettent de confirmer l'intérêt de cette substance. La deuxième fiche qui nous paraissait important de créer, c'est la fiche produit, où là, on ne va pas travailler sur la substance, mais sur la famille de produits de construction ou d'ameublement qui nous paraisserait intéressant de pouvoir contrôler au moment du diagnostic gisement, et en particulier de savoir si elle contient ces substances toxiques, dans quelles circonstances, peut-être à quelle période, parce que ça peut aussi évaluer en fonction de la date de fabrication, quels sont actuellement, on va dire, le contexte réglementaire et normatif pour mesurer ces molécules. Vous voyez, toutes ces données qui nous permettraient déjà d'avoir une image de comment est positionné le produit vis-à-vis de la réglementation actuelle. Et la dernière partie, qui est peut-être la plus importante, c'est ce qu'on appelle, nous, l'outil méthodologique, qui est vraiment un document
qui devrait vraiment aider les acteurs de la filière. Alors, comment on l'imagine? Ce serait par une succession de questions-réponses. On passerait une sorte d'organigramme, hein, de logigramme, réponse oui, réponse non, et en posant un certain nombre de questions excessivement pratiques, on arriverait à une conclusion: est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de l'intérieur, oui ou non? Et si c'est oui, là, on pourrait partir sur une autre réflexion que du réemploi. Hein, voilà. C'était un peu l'idée de cet outil. Alors, pour aider cet outil, si tu veux passer à la suivante, Voilà. il y a besoin de réaliser des mesures in situ parce qu'on n'a peut-être pas toujours les informations pour pouvoir classer, trier les produits par rapport à la qualité de l'air intérieur. Et peut-être, ce sera intéressant de pouvoir in situ faire des mesures. Et c'est là où il y a un énorme manque. Et donc, l'idée, c'est de développer, de valider des mesures d'émissions, bien sûr de formaldehyde, mais aussi de biocides, qu'on pourrait utiliser au moment du diagnostic. Alors, soit, je dirais in situ, soit légèrement décalé. Tout ne peut pas toujours se faire sur site, mais pouvoir vraiment mettre en évidence les niveaux d'émissions. Donc, l'exemple qui est donné là, et c'est l'un de nos partenaires, vous connaissez peut-être déjà ce petit système, c'est le système profilaire d'Etera qui correspond à une petite cloche que l'on place sur le matériau, on le laisse quelques heures, on récupère un petit badge que l'on passe dans un appareil et il aboutit à une couleur. Et cette couleur donne une classe de concentration ou d'émission formaldehyde. Et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir tester cela. Pour l'émission de biocides, l'indane et pentachlorophénol, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé. Donc là, c'est vraiment du développement pur et dur. C'est vraiment quelque chose qui va être mis en place par FCBA et qui, je l'espère, permettra aussi d'avoir un diagnostic assez rapide, peut-être pas in situ, mais au moins qui permettra, sous quelques jours, de savoir la présence ou non de ces biocides dans des bois massifs de charpente que l'on pourrait récupérer. Et l'intérêt de cette étude, c'est bien sûr de mettre en place la mesure in situ, de le comparer à des données réglementaires. Les données réglementaires, bien sûr actuelles, parce que tous les produits neufs sont bien sûr testés, soit, comme l'a dit Suzanne, par rapport pour certaines familles par l'étiquetage français, mais aussi pour d'autres par rapport à la réglementation liée aux produits de construction, hein, ce qu'on appelle le marquage CE. Donc, ça vaut le coup de voir comment ces produits vont se positionner. Donc, ça sera la première étape. Donc, pour certains produits qu'on aura retenus au final, ayant passé tous les critères, c'est-à-dire ayant passé le critère de l'outil de diagnostic, de la mesure in situ, ce sera quand même intéressant de voir comment ils se positionnent vis-à-vis de la réglementation actuelle. Mais ce qui nous a paru aussi intéressant, on a voulu l'intégrer dans le projet, c'est que tout ce qui est réglementaire actuellement n'intègre pas du tout le changement climatique et d'autres conditions de température, d'humidité en particulier. Et on voulait aussi intégrer dès le départ dans cette étude le contexte réglementaire actuel, mais aussi ce que ça pourrait provoquer si on avait des changements de température, des pics de température, des pics d'humidité qui pourraient complètement modifier le phénomène d'émission de ces matériaux. Voilà. Et donc, la dernière partie, c'est bien sûr l'étude de terrain, et c'est pour tester l'applicabilité de cet outil. Et donc là, c'est là où on va faire appel à nos 3 acteurs clés du recyclage, qui sont Recyclobat, Collectif Tournesol et Merci René. Chacun va prendre une opération qu'on va essayer de trouver représentative des opérations de réemploi, que ce soit dans le secteur de la construction et de l'ameublement. Ils vont tester, tout simplement, donc les différents éléments que l'on aura développés précédemment. Et derrière cela, on devra leur demander ce qu'on nous on a appelé un retour d'expérience qui vont nous permettre, sur la mise en pratique de cet outil, de savoir quels sont les points forts, les points faibles, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les améliorations que l'on doit apporter. Et ça va nous permettre d'avoir un retour, de modifier peut-être, c'est un peu une histoire où on va revenir en arrière, peut-être la fiche substance, peut-être la fiche produit, peut-être l'outil de l'aide, peut-être les mesures qui ne seront pas complètement adaptées, mais ça va nous permettre vraiment d'avoir un retour vraiment des acteurs et d'avoir quelque chose qui, nous l'espérons, sera totalement pratique à la fin de ce projet. Voilà en gros l'image un peu générale du projet. Je ne sais pas, Suzanne, si tu veux rajouter des points que j'ai pu oublier. Non, mais je pense que je vois déjà des questions dans le chat et je pense qu'elles vont nourrir un petit peu. Non, je pense que… Alors, peut-être le point important, c'est que ce projet devrait débuter en début d'année prochaine. Ce projet a été accepté au mois de novembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est un projet, bien sûr, qu'on va lancer dès le premier semestre 2022 et on va commencer, bien sûr, par
Faire le premier trimestre même. Le premier trimestre 2022, on va dire plus. Et on va commencer bien sûr par ce bilan des connaissances actuelles qui vont nous permettre de pouvoir derrière définir les prochains documents à mettre en place et à tester bien sûr in situ. Merci à tous les deux pardon, pour la présentation de ce projet. Effectivement, comme le disait Suzanne, il y a quelques questions. Donc, je vais donner la parole à Nathalie. Nathalie Sanson, si tu peux allumer ton micro, ta caméra, et tu avais plusieurs questions. Il y a des questions pour lesquelles Christophe a en partie répondu, me semble-t-il, mais n'hésite pas, nous t'écoutons. Nathalie, si tu es là. Oui, bonjour. Nathalie Sanson, moi je suis coordinatrice régionale de la filière de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine et j'avais 2 ou 3 questions. Est-ce que le taux des COV que vous avez constaté ne vient pas d'écoles qui ont été utilisées pour le bois? Alors là, je pense pas. Je pense que c'est non parce que c'était des bois massifs. C'était pas. D'accord. C'est le bois. C'est le bois. Il émet des COV. Ça c'est. Je l'avais laissé répondre. N'ayant pas participé à l'étude que tu as présentée, Suzanne, je ne saurais pas répondre. Ce que je peux vous dire de façon globale, c'est que le bois naturellement émet des composés. Ce sont des charpentes lamellées-collées, hein, c'est ça, plutôt des poutres lamellées-collées. Ouais. C'est souvent des essences résineuses. Donc, peut-être qu'une part de ces émissions de COV peuvent venir des composés naturels du bois. Mais quand je vois le bâtiment, il venait juste d'être terminé. Je pense qu'il y a une telle grande diversité de possibilités d'émissions que ça peut venir. Alors, pas d'école. Ça, c'est sûr que ça ne viendra pas d'école liée aux lamellées-collées. Ça ne viendra pas d'école. En plus, ce sont des dalles de plancher qui étaient, entre guillemets, anciennes. Je ne pense pas qu'elles ont été vernies. Tu disais qu'elles étaient brutes. Non, elles étaient brutes et on les avait poncées. Voilà. Par contre, il peut y avoir des cols ou un certain nombre de systèmes qui auraient pu venir, je dirais, des revêtements. Et donc là, je pense que les COV, c'est très, très délicat de pouvoir vous donner, je dirais, la source même de ces COV, ne sachant pas en plus la nature même des COV, parce que là, on est sur des COV totaux. Oui, j'ai COV totaux. Par contre, voilà, il y a quand même énormément d'éléments quand même quand on regarde les photos de Suzanne. Par contre, le formalite, c'est sûr que ça venait des dalles de plancher. Ah, là, il n'y avait pas photo, là. Hein. Il n'y avait pas photo. D'accord, merci. Est-ce que je peux poser mes 2 autres questions? Oui, j'ai vu la question là. Oui. Alors, oui. avant excusez-moi, est-ce que Suzanne, vous pourriez départager votre écran pour qu'on puisse voir tout le monde? Départager l'écran. Oh là là. Donc, normalement, vous avez écran partagé, vous cliquez dessus et… Alors, attends, ouais. Ah oui, je vous embête avec la technique hein, depuis tout à l'heure. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, j'ai plus… alors, limiter, nanana, contact, arrêter le diaporama. Je vais arrêter le diaporama. C'est ça. Et il faut départager votre écran sur Zoom. Donc, vous avez une petite alors, vignette. Oui, arrêtez de partager. Voilà, c'est parfait. On est fort, on est fort. Merci Suzanne, c'est parfait. Allez Nathalie, tes 2 autres questions, c'est parti. Moi, j'ai 2 autres questions. Il se trouve qu'on a fait refaire les FDES pour la paille et on est en train de le faire pour 3 autres. Et nous, on est passé par un vérificateur pour la Basignès et vous avez parlé de la FDES de la dalle de réemploi. Est-ce que ce n'est pas une obligation de remplir justement toutes les cases et le vérificateur ne revient pas justement auprès du fabricant pour qu'il puisse remplir cette case parce que ça pose problème, écoutez, j'en ai informé bien sûr et même des représentants de la Basignès. Tout le monde a été surpris. Oui, ben, c'est une petite chanson qui en ce moment, depuis un petit moment, que comme c'est des produits de réemploi, il n'y a pas besoin de faire de mesures d'émission. Et oui, alors donc, ben voilà, ça a été… Et alors, je ne sais pas si elle avait été vérifiée, celle-là. Je sais qui l'a construite, la fiche, mais ça ne m'étonne pas outre mesure. D'accord. Mais vous avez raison de le remarquer parce que je l'ai aussi bien noté et j'étais très surprise qu'on l'ait laissé comme ça. Et même avec la RE 2020, ça ne va pas être une obligation? Ah, mais ça va pas changer, la RE 2020 sur ça, alors franchement, au niveau santé, la RE 2020 va simplement imposer le contrôle. Alors vous savez, c'est très simple, qualité de l'air et la RE 2020, c'est uniquement contrôle à réception du bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée dans les logements neufs. Point. D'accord. Ah oui. Ça ne va pas loin. Non.
Et après, ma dernière question, qui rédigera les fiches Eh de bien, l'équipe on est une statistique sacrée équipe, je pense qu'on va les faire. D'accord, c'est vous. Vous passez Non, pas, je sais pas, par ceux qui feront, qui seront utilisateurs ah ben, il y du aura des projet, les utilisateurs. usagers, et qui permettront justement d'alimenter les Et si, fiches. puisque de toute façon, vous avez vu dans l'équipe, il y a des gens qui font des diagnostics ressources. C'est bien pour ça que, donc, c'est à toute l'équipe là, parce que c'est pas que moi et que Christophe. On a besoin justement de Recyclobat qui eux font les diagnostics ressources, de collectifs Tour de Sol qui font les diagnostics ressources, donc utilisent déjà les fiches. Vous voyez autre chose? Non, c'était tout pour le moment. Merci Nathalie pour ces questions. Merci à Christophe et Suzanne pour les réponses. Alors, pas d'autres questions. Et Ah si, il y a David. Nicole, et à Ouais. Nicole notamment. Et tu avais une question sur les débits, David? Non, mais c'était sur la question de la RE 2020, en fait. Est-ce qu'on contrôle les débits également? Je me rappelle plus bien de ça. On le contrôlera. Ben oui, le fonctionnement de la VMC dans les logements, hein, uniquement dans les logements neufs. Hein, on ne va pas Ouais, le faire dans les écoles, on ne va pas le faire dans les bureaux. On va le ouais. faire. Et donc là, bien sûr, si on contrôle le fonctionnement, il faut bien contrôler les débits, sinon ça ne sert à rien, quoi. Tout à fait. Nicole, si vous pouvez allumer votre caméra, votre micro, comme ça, on aura le plaisir de vous voir. C'est plus sympa. Oui, Merci, bonjour. Nicole. Bonjour. Oui, ma question c'était, alors excusez-moi parce que j'ai peut-être pas tout entendu parce que jusqu'à maintenant j'avais beaucoup de bruit autour de moi. Et est-ce que le retour d'expérience, ça sera partagé, ça sera public? Ah ben oui, parce que comme c'est un projet ADEME, automatiquement, c'est automatiquement public, bien sûr. Et j'espère, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais qu'on fera au fur et à mesure, je pense, avec l'autorisation de l'ADEME ou avec la suggestion de l'ADEME, on pourra faire bien sûr, des communications. L'ADEME, c'est l'objectif de l'ADEME. Hein. Donc, ce n'est pas un travail privé, universitaire ou industriel, c'est un travail public. Hein. Ouais, oui. Oui, et même si on a besoin, mais écoutez, si vous êtes dans Nicole, qu'est-ce que vous faites de beau, Nicole? Testia, c'est l'équivalent de Recyclobat, mais dans les Landes. Dans les Landes, le Ah, ben département oui. des Landes. Ah, d'accord, ok. Mais vous faites partie de. Ah oui, mais ODI, c'est pas l'équivalent de Envirobat? Non. Si, Ah, si. si. Ah, mais vous êtes dans l'antenne du Sud. Non, l'équivalent de Recyclobat, nous sommes une. Ah, pardon, j'étais avec Envirobat. D'accord, ok. Si, Voilà, Recyclobat, Recyclobat à Toulouse, ce sont nos cousins. D'accord, ok. Ah ben, il n'est pas dit qu'on on vous contacte pas. Hein. Oui, Si on a besoin d'infos, ça, c'est fort possible. Il faudrait d'ailleurs que vous m'envoyiez vos coordonnées. Comme ça, si jamais on avait une question particulière, un matériau qu'on ne trouverait pas avec Recyclobat et dont on aurait besoin pour des analyses, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Totalement. Ah ouais. Alors, j'en profite d'avoir la parole. Vous avez étudié le problème des anciennes menuiseries qui pouvaient être potentiellement de la peinture au plomb. Et ouais, alors là, juste vous on en a beaucoup. Eh bien, ça, c'est une bonne question parce que au colloque que j'ai fait justement, l'économie circulaire à la santé dans la boucle, il y a eu la présentation d'un projet, ça s'appelle la ferme des possibles, où toute la façade est faite avec des menuiseries. Et dans le diagnostic ressources, eh ben, ça n'avait pas été noté qu'il y avait peinture au plomb. Parce que sur le plan, on a de fausses idées à cause qu'on nous dit il faut contrôler le plomb que dans les bâtiments antérieurs à 1949. Ce qui est faux. Parce qu'en 1940, en plus, c'était simplement ça, c'est les peintures au plomb pour l'accessibilité des enfants, hein, c'est-à-dire pour manger les peintures au plomb. Bon. Mais en fait, il y a eu plusieurs interdictions successives et il faut arriver en 93. Donc, en fait, il faudrait contrôler le plomb, surtout pour les menuiseries, pour tous les bâtiments
construit avant 93. Je ne sais pas vous, donc, on pourra discuter de votre expérience, de votre retour. Et eux, donc, quand il a voulu l'archi travailler pour nettoyer un petit peu les menuiseries, et le gars qui lui a fait ça, eh ben, il a été obligé de faire, pour le ponçage, de faire une petite, comment dirais-je, tente, je ne sais pas comment appeler, pour pouvoir poncer et sans contaminer tout. Donc, effectivement, ça, c'est un souci. Alors, là, on l'a eu, ça a été une question dans notre projet, si on s'embarquait là-dessus. Comme là, on était davantage qualité de l'air intérieur. Hein, les menuiseries, le plomb n'est pas volatile. Donc, finalement, on s'est dit, bon, parce que déjà, notre projet, il est quand même vaste, mais bon, alors donc, justement, avec Christophe, ça a été un sujet, et vis-à-vis aussi du coût, du temps à faire. Mais Christophe, tu veux rebondir sur cette question? Ouais. Sur le plomb, oui, on a découvert donc que des menuiseries qui étaient un peu plus récentes pouvaient contenir certains sels de plomb, hein, qui pouvaient être encore utilisés. Mais c'est vrai que par rapport au choix qu'on a fait sur les substances, l'idée était vraiment de viser des gisements qui pouvaient être significatifs. Et on a quand même si on doit le réétudier, et c'est le premier point de ce projet, c'est vrai que nos partenaires, acteurs de la filière, nous ont dit qu'on aurait quand même plus de représentativité sur l'upcycling de meubles ou sur des charpentes, voire des emballages, hein, des panneaux Voilà, d'emballage, plutôt que de la menuiserie, où dans tous les cas, comme l'a dit Suzanne, on est plus sur une problématique de ponçage, de revernissage ou de modification. Donc, on est plutôt lié sur l'utilisateur plutôt que la personne, l'occupant après du bâtiment. Voilà, c'était ça la différence. Et c'est vrai que là, la présentation qu'a fait Suzanne, il y avait combien de menuiseries extérieures? Plusieurs dizaines. On n'est pas dans ce contexte de surface contributrice de façon habituelle. Là, on est vraiment dans un cas très particulier. Et c'est vrai qu'on devait fixer des priorités. Et c'est vrai qu'on a plutôt voulu viser le formalide et les biocides. Mais c'est vrai que le plomb est une réflexion plus générale et qui n'est pas spécifique au secteur du bois. Hein, on est bien d'accord. Et qu'on doit bien sûr garder en mémoire et mettre en place. Mais les moyens de mesure existent aussi plus facilement. Il y a quand même des choses qui sont en place, ce qui est peut-être moins le cas pour les problématiques que nous, on envisage d'étudier. Juste un point de détail sur le côté intérieur ou extérieur. Oui. Les anciennes menuiseries qui ne sont donc pas isolantes, on ne les vend pas pour qu'elles resservent dans leur emploi initial. Et elles sont souvent employées justement en intérieur, en cloison intérieure, en porte de placard, en upcycling de meubles. D'accord. C'est pour ça que je posais la question. Mais effectivement, à ce moment-là, elles sont souvent poncées. Exactement. Alors, c'est surtout l'acte de ponçage qui pose problème. On est vraiment sur l'activité de ponçage et de traitement, si nécessaire, de remise en état plutôt qu'une problématique occupant, en sachant qu'un vernis peut aussi créer un effet barrière au filmogène qui peut stopper ce qui pouvait être présent préalablement. Mais quand c'est une peinture au plomb ou un système de laser au plomb, automatiquement, c'est retiré par le ponçage. Oui, c'est sûr, il faut la lever. Mais là, le seul point qui nous a particulièrement intéressé, c'est la datation. Quand est-ce qu'on a arrêté certaines substances et certains sels de plomb ont été utilisés très longtemps. Donc, ça veut dire que la date de 49, souvent, de 1949, donne de fausses sécurités. Donc, ça, et je pense que c'est vraiment un sujet intéressant pour vous, ça, hein, parce que là, il faut s'en méfier, parce que, mais comme dit Christophe, il y a quand même des techniques de mesure qui sont relativement faciles pour mesurer le plomb par rapport à mesurer les émissions d'un panneau de bois. Merci à tous les trois. Alors, par rapport aux coordonnées, David va vous préparer tout ça et vous enverra les coordonnées de toutes les personnes présentes et inscrites à ce midi circulaire. Et effectivement, il ne faudra pas hésiter à vous contacter. Une question de David justement par rapport au ponçage. David,
Oui, c'est vrai que dans les plateformes de réemploi, on voit, enfin, de manière générale, hein, on voit des outils que c'est nécessaire à un moment donné de s'outiller pour pouvoir massifier en fait cette question-là du réemploi, Bien sûr. tant en termes de caractérisation, qu'on vous dire, qu'en termes de traitement. Et notamment, dans certaines filières, on peut investir dans des machines à poncer et à sabler, par exemple. Mhm, mhm. Euh, Est-ce que c'est des choses en fait que l'on voit de plus en plus en fait dans des plateformes que vous pouvez connaître? Je ne sais pas si Recyclobat c'est comment dire a investi dans ce genre d'outils. Je ne sais pas. Je ne En tout sais cas, pas. ça a l'air d'être un développement intéressant. Si on parle Oui, de Toulouse, il y a d'autres filières, notamment sur les vélos, où l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est ils ont récupéré des cadres de vélos et ils ont pas cherché à poncer manuellement. Ils ont de suite acheté une machine à sabler et mhm. avec un équipement de peinture industriel également. Euh, et Fermé pour pouvoir Ouais, éviter. et ça Voilà. me semble un peu étonnant qu'en fait, que quand on est dans une logique un peu plus mécanique, la logique d'industrialisation elle revienne assez logiquement, alors que quand on est dans une logique bâtiment, les investissements du type industriel sont pas pensés Exactement. aussi Mhm. facilement. C'est C'est vrai. C'est vrai. intéressant à penser ça. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Merci, merci David. Une autre question? Alors, passez peut-être pas par le biais du chat, mais allumez votre micro, présentez-vous et puis peut-être. Ah, je vois que Charlie a allumé la caméra. Il est parti, Charlie. C'est à toi. Bonjour, merci beaucoup Suzanne pour votre présentation et le travail réalisé. C'est super, on va avoir besoin de toutes ces données sur la qualité de l'air. C'est vrai que quoi, nous, en travaillant sur la déconstruction, le réemploi, il y a beaucoup d'enjeux. Je vais remettre dans le contexte, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on travaille. On commence à peine à pouvoir formaliser les choses pour régler les problèmes assurantiels, les problèmes de qualification des matériaux. Donc, je suis très content qu'il y ait du travail sur la qualité de l'air qui soit fait et ça va nous être précieux. Pour moi, l'enjeu, c'est que ça puisse être transféré derrière effectivement aux Bien sûr. recycleries. Le- Et ça va nous demander beaucoup de boulot. On va avoir besoin de soutien. Là, je parle au nom des compagnons bâtisseurs pour les plateformes Solibat en Nouvelle-Aquitaine. Donc, plusieurs plateformes existantes ou en projet. Et pour le coup, ça fait partie des investissements Je rebondis sur ce que disait David sur les ateliers d'aérogommage sablage. Effectivement, ça fait partie des investissements bien identifiés Bien pour sûr. pouvoir faire de la remise en état. La difficulté pour les structures de type recyclerie, bâtiment, etc., c'est qu'on est sur des filières qui ne sont pas encore très structurées, Mhm. avec des modèles économiques qui sont complexes, où derrière justement les enjeux de qualification et de caractérisation des matériaux euh, sont difficiles à prendre en compte dans notre modèle économique, très clairement, avec un enjeu de prix à payer sur les matériaux de réemploi issus du réemploi, où aujourd'hui on n'est pas forcément dans une logique de payer le prix réel des choses, mais pour prendre un peu de recul sur la situation, en fait, on ne paye pas le prix réel des matériaux neufs, puisqu'on ne paye pas leur impact environnemental, sanitaire, etc., indirects, qui sont payés par nos impôts sur les Mhm. impacts sur la santé et l'environnement de manière générale, de la production, de l'épuisement des ressources, etc. Euh, donc, effectivement, c'est un gros enjeu de travailler tout ça, mais ça veut quoi, voilà, c'est pas une mince affaire. Et il y aura un impact sur le prix des matériaux et un gros travail à faire aussi pour expliquer que les matériaux de réemploi, en fait, c'est pas si peu cher que ça, quoi. On n'est Oui, pas parce que c'est sûr. voilà. Et je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Et justement, je ne sais pas si ça fait partie de vos enjeux, mais sur des enjeux déterminés, vous êtes plutôt sur on va dire des protocoles de qualification et de tests ou de mesures de prudence vis-à-vis de ça, d'identification des mesures de prudence. Est-ce que ça peut porter aussi sur les protocoles de remise en état de matériaux, puisqu'on parlait, je pense, à l'aérogommage sablage ou au ponçage si on n'a pas d'équipement de ce type-là pour la remise en état? Est-ce que l'étude que vous portez pourra porter également des préconisations sanitaires
pour les opérateurs qui opéreront de la remise en état de matériaux qui peuvent présenter des traces de pollution ou de transformation de ces matériaux pour qu'ils soient plus émissifs de COV formaldéhyde ou de précautions sanitaires pour les opérateurs de remise en état. Bon, alors, Christophe, comment on se répartit? Moi, je réponds vite, mais Christophe va être plus technique. Je pense que le fait que justement on soit en équipe avec tous les acteurs, hein, on va avoir des remontées avec eux, bien sûr, que ce soit de Recyclobat, de Collectif Tournesol, de Merci René. Ce qu'on va dire, ils vont nous dire oh, c'est pas possible, ou au contraire on peut faire comme ça. Je pense que ça, on aura ces échanges. Après, au niveau des protocoles et puis de voir si on peut améliorer, ça, Christophe peut parler peut-être au niveau de la durée de vie des émissions ou que faire pour que ces émissions soient arrêtées. Je pense que ça, Christophe peut répondre là. Oui, bah complètement. C'est vrai que le but, c'est avant tout le diagnostic. Hein. On ne va pas non plus peut-être axer le projet sur des solutions ou des alternatives, hein, sur le choix de finitions filmogènes, de revêtements qui peuvent être appliqués ou de moyens de traitement qui pourraient être, d'un point de vue sanitaire, totalement performants pour les opérateurs. Ce n'est pas non plus l'objectif numéro 1 du projet, on est bien d'accord. Hein, mais c'est vrai que par rapport aux mesures, nous, ce qu'on veut apporter, c'est que si on trouve des niveaux d'émissions qui peuvent être significatifs, la question qu'il va falloir qu'on pose et qu'on voit d'un point de vue pratique et opérationnel avec les différents acteurs, et bien sûr d'un point de vue sanitaire avec Suzanne, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution ou alternative en termes de vernis sur un bois massif, par exemple, un revêtement ou une peinture particulière sur le panneau à base de bois qui pourrait limiter les émissions de formaldéhyde, peut-être pour une utilisation bien particulière. Hein, je pense qu'on n'aura pas les mêmes usages si c'est des ERP, une crèche, une école, une maison de retraite ou d'autres conditions. Vous voyez, il y a du réglementaire, mais il y a aussi ces notions sanitaires. Ça, c'est une discussion, une orientation qu'on peut avoir, mais derrière, tout l'aspect pratique de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut valoriser. Moi, personnellement, je n'ai pas le recul et j'espère découvrir un petit peu cette filière que je connais très peu, mais d'un point de vue technique, il y a toujours des solutions. Maintenant, est-ce qu'elles sont intéressantes d'un point de vue sanitaire et surtout, elles sont valorisables en termes de bénéfices, en termes de coûts? Parce que si derrière, vous faites du upcycling et que derrière, le coût est plus cher que le produit neuf, qui, lui, a été soumis à réglementation, je ne suis pas convaincu. Donc, tous ces aspects-là, on va bien sûr les intégrer, mais c'est vrai qu'on va quand même rester de façon très, très spécifique, comme je le disais dans la présentation, sur un aspect sanitaire, sur un aspect applicabilité, un aspect valorisation, mais plutôt qualité de l'air intérieur, un retour économique. Bien sûr que les acteurs vont le faire, je ne sais pas ce que tu en penses, Suzanne, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1 de l'étude. Hein. C'est sûr que Merci René, qui fait de l'upcycling de meubles, ou le collectif Tournesol Recyclobat, tout ce monde va être intéressé pour les données qu'on va avoir, il faut bien quand même qu'elles servent à quelque chose. Donc, c'est sûr que ça pourra répondre un peu indirectement à ce que vous soulevez là, parce que voilà. Le but, c'est que aussi le réemploi, où on peut le faire, ou on ne peut pas le faire. Ouais. Où on est avec un matériau qui vraiment nous pose trop de problèmes, et là, à ce moment-là, si la solution, comme vient de dire Christophe, coûte trop cher, ça ne sera pas la peine. Voilà. Je crois qu'il y aura cet équilibre qui va se faire et se trouver au fur et à mesure de nos données. Hein, voilà. C'est vrai que toutes les études que nous, on réalise à FCB, alors peut-être moins sur l'aspect biocide, hein, c'est vrai que les charpentes peuvent contenir ces matières actives, insecticides ou fongicides qui sont maintenant interdites, avec une possibilité, ce sont des molécules semi-volatiles, hein, donc il peut y avoir une possibilité de diffusion. Donc là, c'est une question qui sera peut-être plus tout ou rien. Hein, il faudra voir ce qu'on en fait derrière sur un usage air intérieur. Maintenant, pour le formaldéhyde des panneaux, on sait pertinemment qu'il y a énormément de solutions pour créer ce qu'on appelle un effet barrière. Ça peut être des revêtements solides. Alors ça, je pense que dans l'économie circulaire, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est systématiquement appliqué,
Mais par contre, des finitions liquides, des vernis très filmogènes, ça existe. Maintenant, derrière, le temps, le coût par rapport à ce que vous allez en faire, alors la problématique, elle est plutôt pour le mobilier, je pense que pour les dalles de plancher. Là, on est plutôt sur de la remise en forme, c'est souvent du ponçage. Hein, et puis derrière, on applique rarement un revêtement du fait que, logiquement, quand on pose ces dalles de plancher, on rajoute un revêtement supplémentaire qui peut être un parquet, qui peut être de la moquette, peut-être un revêtement plastique. Hein, j'imagine qu'il y a énormément de solutions. Donc, à partir de là, est-ce qu'on doit aller jusqu'à conseiller un type de revêtement à la maîtrise d'ouvrage, à l'architecte, lorsque ces dalles sur plancher sont proposées? C'est une réflexion qu'on va devoir avoir avec les acteurs de la filière, mais je pense qu'avant tout, on est plutôt pour essayer de faire un tri et de voir l'usage qu'on peut faire du produit en fonction de son niveau d'émission. Mais derrière, il y a tellement de solutions d'usage qui peuvent être faits derrière que ça va être très difficile de répondre à tous ces aspects, quoi. Je ne sais pas, moi je pense que c'est une valorisation intéressante, mais ce n'est peut-être pas la priorité de ce projet. Hein. Merci. Merci à tous les deux. Bérangère, si vous pouvez allumer votre micro et votre caméra, vous avez fait une remarque, David vous avez répondu, ça peut être intéressant que vous interveniez. Oui, merci Bérangère. Oui, en fait, je pense que le réemploi, ce n'est pas la solution 100% non plus à tout. Voilà, c'est ça. Et puis, le réemploi aussi, il ne faut pas oublier que c'est pas que réemployer des choses qui ont déjà utilisées. Dans le réemploi, il y a aussi tous les stocks. Vous savez bien, quand on commande trop pour un chantier, donc là, on est dans un autre style de réemploi. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que le thème dont parle donc Suzanne, c'est vraiment mettre le curseur sur la santé. Et c'est d'ailleurs une discussion qu'on avait même avec Suzanne sur… Il se passe la même chose avec les matériaux naturels. Les matériaux naturels ne sont pas spécialement sains non plus. Donc, ça dépend en fait dans le projet. Où est-ce que l'on met le curseur? Si le curseur, c'est la santé, bon, voilà, on voit. Et je pense que tout l'intérêt de des études que vous allez faire, c'est justement de savoir, d'aider dans la prise de décision. C'est-à-dire, j'ai un matériel, voilà, il est bon, OK, niveau santé, et j'ai besoin que vraiment, niveau santé, il soit impeccable. Bon, parfait, je l'utilise en réemploi. Si je ne peux pas, il partira au recyclage. Ou alors, comme on disait, en charpente. S'il est coincé dans un toit qui est des combles non habités, c'est pour ça qu'il faut… Voilà, je pense que ça va être surtout une aide pour la prise de décision, ça va être très important. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien réemployer, mais ça dépend où on va le mettre. Si c'est un endroit où il n'y a pratiquement pas d'occupation humaine, je ne vois pas où est le problème. Exactement. Voilà, c'est là qu'il faut savoir pour pouvoir dire, voilà, là par contre, non, on ne peut pas le mettre parce que ça va trop émettre dans un lieu de vie. Voilà. Mais par contre, si c'est le problème de la charpente, si elle est réutilisée en charpente et qu'on n'a pas d'accès dans les combles, vous savez, il y a toujours la définition de danger et risque. Danger, c'est la toxicité est réelle, et ce n'est que s'il y a possibilité d'exposition qu'il y a apparition d'un risque. Voilà. Donc ça, il faut toujours bien l'avoir, parce que si on élimine tout ce qui est dangereux, on ne peut plus vivre. Commencer à raser toutes les amanites phalloïdes, commencer à boucher tous les trous qui viennent du sol pour éradiquer le radon, c'est pas pensable. Voilà. Après, on va jouer sur est-ce qu'il y a une exposition humaine? Si oui, on va prendre les décisions pour… voilà. Mais comme vous le dites, c'est une aide à la décision. Ouais. Très belle. Merci. On espère qu'on va répondre à toutes vos attentes, parce que je sens que le poids est lourd sur les épaules. Oui, très bonne belle chance. conclusion. Ouais. Bonne chance, mais c'est bien parti. Moi, je leur fais confiance. Et puis, je leur fais confiance pour venir au second semestre 2022 nous exposer les premiers retours. Qu'est-ce que tu en penses, David? Oui, c'est une super conclusion. Effectivement, il y a tout un prolongement qui sera fait sur 2022, et notamment au niveau des midis circulaires de la construction. On a fait comme si on s'arrêtait, mais on va continuer autrement, et on mettra en valeur tout ce qui se passe à la fois sur le territoire, mais également ailleurs. Voilà. On fera une bise à ton petit chat à côté. Oui, il apparaît de temps en temps, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, il nous reste à vous remercier, Suzanne et Christophe. Merci beaucoup. Nous vous remercie aussi. Merci pour ce temps d'échange. C'était très intéressant. Si on a besoin de vous et surtout des acteurs, on échangera. Ça sera avec les différents interlocuteurs. Là, on pourra peut-être avoir des questions. Ils pourront peut-être nous aider à résoudre certaines questions.
Donc, Totalement. on garde ça dans la tête. Hein. Avec plaisir. Et à quand un colloque ou une conférence réemploi et santé Voilà. Nous sommes partants. Hein. On Nous sommes l'espère. partants. Bon, très très belle fin de journée à vous. Vous aussi. Hein, le Merci. week-end n'est pas trop loin, donc bon week-end. Merci Suzanne, merci Christophe et à très Allez. bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.